Chers apprenants, en cette période de confinement, le gouvernement, à travers les ministères sectoriels de l'éducation et de la formation, vous invite à suivre vos enseignants dans des séances de rappel de cours, exercices et devoirs, matière par matière, sous la supervision pédagogique des directeurs d'enseignement et des inspecteurs spécialisés dans leur discipline. Ces rappels de cours sont mis à votre disposition à travers les radios, les télévisions et les applications web. En cette période de Covid-19, suivez les cours, faites vos exercices et continuez d'apprendre vos leçons en attendant le retour à l'école. Bonjour, chers élèves. Nous poursuivons notre chemin et aujourd'hui, nous sommes dans le domaine de la dissertation philosophique. Et mon nom, c'est Ayeboua Kokouvi. Je suis professeur au lycée du 2 février. Et nous avons déjà parlé précédemment avec mon collègue de la dissertation philosophique. La dissertation. Alors, aujourd'hui, nous allons revenir sur une partie de la dissertation, particulièrement au niveau du code du devoir, où nous allons parler des types de sujets et les plans convenables à chaque sujet. Alors, pourquoi? Très souvent, qu'est-ce que nos candidats, les élèves font? Ils ont une fois traité un sujet, ou bien ils maîtrisent un chapitre, et quand on donne un sujet qui est dans ce chapitre-là, c'est fini, ils déversent tout, et en sortant, ils sont sûrs qu'ils ont tout fait. Ils dansent, ils parlent même de Zovu. Mais finalement, quand ils s'en sortent avec des notes qui ne les satisfont pas, ils prétendent que c'est les correcteurs qui n'ont pas bien lu leur travail, ou bien des gens qui ont tracé sans rien faire. Parfois, et très souvent, le problème est à leur niveau. C'est la raison pour laquelle nous allons revenir aujourd'hui particulièrement sur les types de sujets et les types de plans à adopter, parce qu'il y a souvent un problème là-bas. Tous les sujets en dissertation n'obéissent pas à un plan unique. Alors, quand nous parlons aujourd'hui des types de sujets et des plans, c'est une partie très importante. Et je vous invite à beaucoup suivre. Cela permettrait à beaucoup d'élèves d'éviter des fautes qui parfois leur présentent des notes surprenantes. Alors, pour ce travail, l'objectif unique, c'est qu'à la fin, que le candidat soit capable de traiter aisément n'importe quel sujet avec son plan convenable. Et si vous me suivez, alors, quand nous parlons des types de sujets, il y a plusieurs groupes de types, même plusieurs groupes. Et dans chaque groupe, il y a encore des sous-groupes de sujets comme à l'évaluation, comme à l'examen. Mais ici, nous allons parler particulièrement de 4 groupes de sujets avec 4 groupes de plans distincts. Parlant du premier groupe ou bien du premier type, nous les appelons les sujets à questions ouvertes. Du genre, l'homme est-il un être naturel? Tout le champ est ouvert. Cela veut dire que le candidat a la liberté de dire oui, il a la liberté de dire non. Mais en réalité, cette liberté l'amène à adopter un plan que nous appelons plan dialectique. C'est pour ces genres de sujets seulement qu'on adopte le plan dialectique. Or, malheureusement, pour nos chers candidats, il y en a qui pensent que tous les sujets de dissertation sont soumis à un plan dialectique. Quand nous parlons de plan dialectique, le mot dialectique même est de Hegel. Ce plan exige du candidat de passer d'une thèse à une antithèse et d'aboutir à une synthèse. Le plan dialectique en général est libéré comme suit. Une partie où le candidat montrera que l'homme est un être naturel, avec les arguments bien précis
comment l'homme est venu au monde comme un être biologique, comme un être parlant, les deux jambes, un être bipède, tout ça là, pour démontrer qu'il est un être naturel. Mais il est obligé de prendre un autre point de vue, comme s'il était en face de quelqu'un avec qui il discute, que nous appelons l'antithèse. Le mot antithèse là-bas ne signifie pas contre la thèse. Une antithèse, c'est l'ensemble des idées, des arguments qui abordent un aspect du sujet autre que le premier abordé. Et l'antithèse ne contredit pas la thèse. Alors, quand il finit, l'antithèse pourrait montrer que l'homme est un être culturel parce qu'il vient au monde en apprenant tout. C'est ça le sens du mot antithèse, non? Ce n'est pas une partie qui va annuler la première partie. Malheureusement, certains élèves le font. C'est le lieu de corriger cela. Et la synthèse montrera que l'homme est à la fois un être naturel et un être culturel. Alors, quand nous parlons de plan dialectique, j'ai dit tout à l'heure que c'est un plan à trois parties, thèse, antithèse, synthèse. Mais il y a certains sujets qui ne vous imposent pas obligatoirement la synthèse. La thèse et l'antithèse peuvent suffire largement. Quand on dit par exemple la philosophie est-elle dangereuse, on ne peut pas dire oui elle est dangereuse, non elle n'est pas dangereuse, elle est à la fois dangereuse et non dangereuse, non. La synthèse ici n'est pas nécessaire. Donc il y a beaucoup de sujets comme ça. Ça c'est ce que nous appelons les premiers types de sujets qui nous imposent le plan dialectique. À part cela, et quand nous parlons de questions ouvertes, il y a des questions ouvertes qui se forment de genre, peut-on dire que la philosophie est utile? Avec le peut-on même, ça reste toujours ouvert. Parce que justement, le candidat va dans les deux sens. Est-il légitime de... Toutes ces expressions-là restent liées au sujet à questions ouvertes. Et c'est ce seul sujet, je le répète, qui impose un plan dialectique. Est-ce qu'il y a d'autres groupes qui imposent le plan dialectique? On le verra tout à l'heure. Il ne faut pas faire d'amalgame. Quand on fait d'amalgame, on sort satisfait, mais quand les notes arrivent, on est toujours surpris et on met le fardeau sur les enseignants. C'est une erreur qu'il faut cesser de commettre. Alors, deuxième type de sujet, on les trouve aussi très souvent lors des évaluations et au niveau de l'examen. Des sujets avec des questions comme en quoi, pourquoi, dans quelle mesure, dans quel sens, pour quelle raison. Comme par exemple, en quoi l'homme est-il un être social? En quoi? Ces sujets, ces types de sujets de grâce ne vous demandent pas un plan dialectique. Nous sommes donc déjà dans un type de sujet où il n'y a pas de plan dialectique. En quoi? Pourquoi? Dites comment? Expliquez pourquoi. Tout cela demande au candidat d'aller dans la perspective proposée par le sujet. Cette fois-ci, il n'est plus libre de faire ce qu'il veut, de dire oui, de dire non. On lui demande de justifier. On lui demande de démontrer. C'est pour cela d'ailleurs qu'on parle ici d'un plan démonstratif, d'un plan explicatif, d'un plan justificatif. Et pour le gros du travail, le candidat doit démontrer ce qu'on lui demande, démontrer comment l'homme est un être social, avec une succession bien ordonnée d'idées. Ce n'est pas parce que c'est une partie qu'une simple idée suffit. Bon, cependant, il peut à un moment donné montrer au début, avant de commencer, c'est une petite partie, ce n'est pas une grande partie, les présupposés qui peuvent amener à penser que l'homme est plutôt un être social. Donc, dans ces genres de sujets, je le répète, le fait d'être obsédé par la notion de thèse, antithèse, synthèse en dissertation, quand vous abordez ce genre de sujet avec cette méthode-là, vous n'allez pas avoir une note satisfaisante au niveau du critère numéro 2, méthodologie. Et cela affecte même d'ailleurs tout l'ensemble du travail.
nous sommes au niveau du troisième type de sujet que nous appelons des sujets citation, des sujets avec une opinion d'auteur. Ces genres de sujets sont souvent bien précis. Il y a une affirmation accompagnée d'une consigne. Et quand nous sommes dans ce type de sujet, il y a encore deux types de plans différents à ne pas confondre. Parce que justement, dans ce genre de sujet, on peut nous demander « Que pensez-vous » à votre avis. Cela veut dire que quelque part, ça donne l'impression encore d'une dialectique où le candidat peut dire « je », ainsi de suite, mais ici, même si c'est un plan dialectique, il y a une particularité à ne pas confondre avec le plan dialectique proprement dit. Par exemple, il y a un sujet au tableau. Que pensez-vous de cette affirmation d'Emmanuel Mounier? La nature humaine est un artifice. La nature humaine est un artifice. L'auteur a fait une affirmation qui peut adhérer à notre assentiment ou non. Mais on nous dit, que pensez-vous? Cela veut dire que le candidat est libre de donner son point de vue. Mais comment se fait ce genre de plan quand nous sommes devant un sujet citation? Alors, il y a une première partie, obligatoirement, où le candidat explique la pensée de l'auteur en se servant des présupposés qui l'ont poussé à énoncer une telle idée, à prendre une telle position. L'auteur peut avoir pris cette position par rapport aux présupposés selon lesquels l'homme est un être biologique, que l'homme a une nature prédéfinie. Mais lui dit non, la nature humaine, c'est de l'artifice. C'est-à-dire, c'est ce qui est en quelque sorte fabriqué par l'homme lui-même. C'est ce qui est artificiel, quelque chose comme ça. Un artifice, c'est ce qui vient de la main humaine. Alors, il faut essayer de montrer tout cela avec des idées, des citations, même ceux qui vont dans le même sens que lui. Et en deuxième lieu, essayer de montrer effectivement ce que nous pensons, parce que c'est ce que le sujet dit. Que pensez-vous d'eux? Nous devons dire ce que nous pensons à travers une évaluation de la pensée de l'auteur. A-t-il raison de dire cela? C'est la première partie de ce que nous pensons. Oui, mais ce n'est pas il a raison, il n'a pas raison. Non, non, non. En littérature, c'est des termes qu'il faut éviter. Il faut argumenter pour montrer qu'on peut adhérer à cette idée de l'auteur. Et en deuxième partie, toujours dans l'évaluation, en petit à petit B, dans l'évaluation là, après avoir montré s'il a raison ou non, nous terminons par s'il faut ajouter ou retrancher ou reprocher à l'auteur d'avoir induit en erreur. C'est ça que nous appelons la critique. Dans ce genre de sujet, le candidat est obligé de dire ce qu'il pense. Maintenant, il y a encore dans cette rubrique-là un autre type de plan pour les sujets à citation où la consigne est différente. La consigne, que pensez-vous, n'est pas traitée de la même manière que la consigne expliquée et commentée. Quand on demande au candidat d'expliquer et de commenter une affirmation d'un auteur, il n'a pas à adopter le plan de « que pensez-vous » ou de plan dialectique où certains élèves commencent par l'antithèse, la thèse, qui ressemble même à un exposé de chapitre tout court. Ça, on ne procède pas comme ça. Alors, quand on demande d'expliquer la pensée d'un auteur, comme par exemple la pensée de Maurice Merleau-Ponty, que vous connaissez bien, où il dit que tout est fabriqué et tout est naturel chez l'homme. Alors, maintenant, pourquoi on dit expliquer? Parce qu'en réalité, les notions de expliquer et de que pensez-vous sont bien adaptées à des sujets. Ici, déjà, quand nous maîtrisons ce chapitre-là, nous pouvons savoir que Merleau-Ponty montre que l'homme est à la fois naturel et culturel. On ne peut pas nous demander que pensez-vous. Parfois, par erreur, ça arrive, on est obligé de faire avec, mais en réalité, ici, c'est expliquer et commenter qui conviennent très bien. Et dans cette perspective, dans ce genre de sujet, dans ce cas d'espèce, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, premièrement, expliquer la pensée de l'auteur.
peut-être toujours par rapport au présupposé, l'auteur est en train de dire ici que l'homme est à la fois nature et culture. Tout est fabriqué, tout est naturel chez l'homme. Parce que justement, bien avant lui, il y a beaucoup de gens qui se trompaient, soit en réduisant l'homme à la biologie, soit en le réduisant aux artifices. L'auteur dit non, l'homme doit être pris comme la combinaison de ces deux éléments sans lesquels il ne peut pas être défini comme homme. Donc il faut une explication de cette pensée de l'auteur à ce niveau-là par rapport au présupposé. Et il y a une deuxième partie toujours à faire que nous appelons en quelque sorte toujours une sorte d'évaluation, mais pas une évaluation critique. Nous parlons d'évaluation ici pour parler de la portée et des limites de l'affirmation de l'auteur. La première évaluation, c'est de montrer ce qui fait la valeur ou le poids de cette idée de l'auteur dans la recherche du savoir. Et éventuellement, si c'est possible, c'est pourquoi nous avons dit « et ou ». S'il faut reprocher à l'auteur d'avoir manqué de toucher à certains aspects, cette partie n'est plus, à proprement parler, une antithèse comme dans le premier cas d'espèce qu'on a évoqué. Voilà les petites nuances qu'il faut éviter chaque fois qu'on est devant un sujet. Donc, j'avais parlé de 4 cas d'espèces. Nous allons aborder la 4e espèce de sujet, le 4e type de sujet, qui est encore différent et qui impose encore un plan tout à fait différent. Les sujets avec ou. Des sujets qui mettent ensemble, en relation, en relief, au moins 2 concepts. 2 concepts parfois opposés, parfois différents du point de vue sémantique, où on les met ensemble. Alors, quand nous sommes devant ce genre de sujet, il y a encore 3 cas. Le mot cas ne doit pas nous faire marrer, mais c'est très important. Ce n'est pas parce que le sujet est avec ou qu'on dit « Ah, on dit tel plan », on saute là-dessus, il y a risque d'erreur. Alors, 3 cas possibles. Le premier cas, c'est ce que nous appelons le « ou » inclusif, c'est-à-dire où il y a, par exemple, un cas, non, où les 2 concepts sont vrais. On peut vous poser un sujet avec « ou » dans lequel les 2 concepts mis en valeur sont vrais. Comme par exemple, comme il est au tableau, l'homme est-il un être biologique ou culturel? Les 2 cas sont vrais. Nous parlons du « ou » inclusif. Cela veut dire que, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Le philosophe est-il un chercheur ou un connaisseur? Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut penser en ce plan précis qui est au tableau. L'homme est-il un être biologique ou culturel? Les 2 cas sont vrais. Il faut premièrement montrer comment l'homme est un être biologique avec des arguments bien précis, l'argument des biologistes, l'argument des déterministes, tout ça là, qui montre que l'homme est un être biologique, qui montre que l'homme ressemble pour une part à l'animal, il partage l'animalité avec les autres animaux, ainsi de suite. Deuxième partie, montrer que l'homme est aussi un être culturel, que c'est la culture qui définit l'homme. Alors là, les culturalistes, les sociologues, tout ça là, abondent avec leurs arguments pour démontrer que non, l'homme est un être culturel. Mais ça ne s'arrête pas là. Il faut obligatoirement une 3e partie. Il y a 3 parties comme thèse, antithèse, synthèse, mais en réalité ici, ce n'est pas ça. C'est presque un plan démonstratif qui montre que en 3e partie, l'homme est à la fois biologique et culturel. Donc, la culture seule ne définit pas l'homme, la biologie seule ne définit pas l'homme, mais on ne peut pas exclure l'un et continuer par définir l'homme, que c'est les 2 éléments qu'il faut prendre en compte dans la définition humaine. Donc, dans ce cas d'espèce, dans ce cas de premier où les 2
concepts sont vrais, il faut procéder ainsi en élaborant 3 parties. Quand vous vous arrêtez à 2 parties, vous pouvez vous sentir satisfait d'avoir travaillé, mais il y aura une insuffisante que les notes vont vous révéler. Et au lieu de mettre cela sur le dos des professeurs, il faut mettre cela sur un manque d'analyse pour pouvoir savoir quel type de sujet réel et quel type de plan à adopter. Quand on rate le plan, on peut rater la note. Deuxième cas de où un des concepts est faux et l'autre est vrai. Il y a un sujet. La conscience philosophique est-elle heureuse ou malheureuse? Ce sujet concerne un terme technique où, quand le candidat ne comprend pas le cours, il ne peut pas régler ce sujet-là parce que le mot heureuse et malheureuse, ici, sont des termes techniques qu'il faut rattacher à un auteur. Il s'agit d'un auteur que nous appelons Jean Delacroix, qui dit que la conscience philosophique n'est pas une conscience heureuse ni une conscience malheureuse. Les 2 cas sont faux. Nous sommes donc dans le cas où les 2 concepts sont faux. Alors, heureuse ici veut dire satisfait, dogmatique, plein de savoir, qui n'a plus envie de chercher. Jean Lacroix dit que non, ce n'est pas ça. Malheureuse veut dire sceptique, qui déclare qu'on ne peut plus jamais connaître, qu'il est inutile même de vouloir chercher à connaître. Alors, dans ce cas où les 2 concepts sont faux, nous parlons d'un ou exclusif. D'un ou exclusif. Où il faut montrer premièrement comment la conscience philosophique n'est pas heureuse. Le philosophe ne se contente pas de ce qu'il sait, ne proclame pas du savoir comme le font les sophistes à tout bout de champ et à toutes les places données dans les agoras. Le philosophe, c'est quelqu'un qui n'est pas à classer dans ce domaine-là. Montrer en deuxième point que la conscience philosophique n'est pas une conscience sceptique où on doute parce qu'on ne veut pas connaître. Non. Il faut refuser cela aussi. Cela veut dire que les 2 cas sont faux. Si les 2 cas sont faux, donc on est obligé de recourir à une 3e partie pour trouver le concept qui est vrai. Et quand nous nous référons à Jean Delacroix, le concept vrai, c'est le concept conscience inquiète, qui veut dire en route, toujours assoiffé du savoir. Esprit critique. L'esprit philosophique est un esprit critique où la recherche du savoir est un pèlerinage. Donc, dans ce genre de cas où un est faux et l'autre est vrai, il faut obligatoirement montrer comment les 2 cas sont faux, plutôt, et en 3e partie, comment le concept qui est vrai même n'est pas envisagé ici. Ce cas de figure arrive aussi souvent. Alors, il revient en réalité à montrer dans le 3e cas d'espèce où un cas est vrai et l'autre est faux. C'est maintenant que nous revenons à ce niveau particulièrement. Un concept est faux et l'autre est vrai. Comme par exemple, ici, l'esprit philosophique est-il sceptique ou méthodique? Ou bien la conscience philosophique est-elle heureuse ou inquiète? La conscience philosophique est-elle malheureuse ou inquiète? Alors, le cas faux, ici c'est sceptique. Nous l'avons déjà montré dans le cours quand on parlait du doute philosophique, qui est un doute méthodique et non un doute sceptique. Ça aussi, c'est un sujet qui vous oblige à maîtriser le cours d'abord. C'est un sujet technique. Alors, dans ce cas de figure où un concept est vrai et que l'autre est faux, il faut montrer premièrement ce qui est faux. Ici, l'esprit philosophique ne peut pas être qualifié d'esprit sceptique. Il faut le montrer avec des arguments du début jusqu'à la fin et montrer enfin 2 parties et non 3 que l'esprit philosophique est plutôt un esprit
méthodique. Donc, à ne pas confondre avec le premier cas où les deux cas sont vrais. Quand c'est le ou inclusif, il faut ne pas le confondre avec le ou disjonctif ou plus tard avec l'autre ou où les deux cas sont faux. Donc, voilà à peu près et en gros ce qui nous arrive quand nous sommes devant les sujets. Tout à l'heure, nous allons essayer de faire un récapitulatif, mais je vous pose une question, chers élèves. Chers élèves, dans une dissertation, quel est le meilleur plan qu'il faut retenir pour réussir les sujets? Quel est le meilleur plan? Oui. En effet, il n'y a pas un plan standard qu'il faut traîner dans son sac intellectuel, bûcher, et où à tout prix, il faut déverser. Tout sujet a son plan spécifique. C'est pour cela qu'il faut obligatoirement essayer de connaître les divers types de sujets et les divers plans à adopter. Il ne faut pas commettre l'erreur de passer un plan standard à tous les sujets qu'on rencontre, soit parce que justement, on maîtrise bien le chapitre et qu'un sujet sort. Donc, rapidement, il faut déverser. Vous risquez de mettre le tort sur les enseignants et de façon inutile. Alors, en récapitulation, après le cours sur la dissertation, en gros, nous sommes revenus aujourd'hui sur la dissertation, mais particulièrement au niveau des types de sujets. Et nous en avons parlé de 4 types de sujets. Des sujets à questions ouvertes, qui exigent obligatoirement un plan dialectique, thèse, antithèse, synthèse. Des sujets avec en quoi, dans quelle mesure, où le candidat est orienté dans sa réflexion. Des sujets avec des citations d'auteurs, où il est un peu aussi orienté. Soit on lui demande d'expliquer, soit on lui demande de donner son point de vue quand il s'agit de « que pensez-vous, à votre avis », tout ça là. Et le 4e type de sujet, nous les appelons des sujets avec ou des ou peuvent être inclusifs, exclusifs ou disjonctifs. Il faut faire attention, il faut s'entraîner pour maîtriser tout ça là, pour ne pas confondre les sujets avec leur plan. Ça peut créer beaucoup de problèmes et quand on a des problèmes de ce genre, on n'est jamais satisfait de la note que les enseignants donnent. Les enseignants, eux, ils sont astreints à des règles bien précises pour éviter de vous tricher comme vous le pensez. Alors, bien. Et dernière étape, noter quelque part et continuer le travail. Quand moi je vais partir, c'est un devoir de maison. Le langage est-il le propre de l'homme? Vous devez savoir quel plan il faut adopter. Est-ce que c'est un plan explicatif? Est-ce que c'est un sujet avec ou tout ça là? Devant n'importe quel sujet, il faut toujours savoir quel plan adopter avant de commencer par faire du n'importe quoi. Donc, pour nous séparer, chers candidats, j'ai certaines observations à vous faire. Il n'y a pas de secret dans l'éducation. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas d'alchimie. Le seul secret pour bien réussir sur les bancs, pour avoir des notes brillantes, c'est de s'exercer. C'est de s'exercer et de s'exercer encore. Quand vous le faites, vous verrez que vos notes seront toujours des notes satisfaisantes. Alors, l'élève doit être comme un athlète ou bien un joueur dans son domaine, où des gens vont avoir une médaille d'or et d'autres ne vont pas en avoir. De la même manière, en philosophie, à la fin de chaque année, vous apprenez que des candidats ont eu 19 sur 20. Évidemment, si ce n'est pas vous, vous allez croire que c'est faux. Mais au même moment, vous apprenez que des candidats ont 2 et vous dites oui, c'est comme ça que les enseignants sont. Mais en réalité, la note 19, 18, 16, 17, tout ça là, sont des notes aujourd'hui
fréquentes qu'on peut avoir facilement. Sur ce, je vous dis merci et merci de votre compréhension. Soyez à l'exercice en tout temps et vous aurez la médaille d'or lors des examens, c'est-à-dire une réussite brillante qui vous fera sourire, vous et vos parents. Merci beaucoup.